Cet épisode, Bord de piste, est proposé par Paris Turf, le partenaire officiel d'une nouvelle série de podcasts réalisés par la FASEC. Depuis 1946, Paris Turf, média leader, est engagé dans la défense et la promotion des courses hippiques. Paris Turf met en avant les acteurs de ce monde. Paris Turf, c'est bien plus qu'une référence. C'est une invitation à vivre pleinement sa passion des courses hippiques. Alors préparez-vous, c'est parti pour 30 minutes de découverte. Bon podcast! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bord de piste, le premier podcast RH des courses hippiques de la FASEC. Je m'appelle Élise David, je suis directrice de l'emploi à la FASEC. Dans cet épisode, nous allons parler de la marque employeur, ou comment améliorer l'image de son entreprise pour fidéliser et attirer plus de talents. Mes deux invités sont Valentine Gattard, coach et conférencière, créatrice du podcast Work Narratives. Bonjour Valentine. Bonjour Élise. Et Némonie Ruth, Racing Office Manager pour les Zagagan Studs. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Marque employeur, Kesako. Est-ce que les entreprises des courses hippiques sont concernées ? Comment s'y prendre ? Vous allez tout savoir de cet utile levier pour instaurer une ambiance idéale de travail et attirer plus de talents. Valentine, vous êtes coach, conférencière, podcasteuse, experte de la transformation du rapport au travail. Pour débuter, peut-être que vous pourriez nous expliquer le principe de la marque employeur. Donc pour démarrer, la marque employeur, c'est un concept en fait qui date des années 90, mais qui revient en force depuis quelques années et particulièrement depuis le Covid. Pour faire simple, la marque employeur, c'est la manière dont les gens voient votre entreprise pour y travailler. Donc ça concerne les collaborateurs actuels et potentiels. Et c'est une image interne et externe. Justement, j'ai dans un de mes derniers épisodes de podcast, un de mes invités qui est DRH disait c'est comme considérer ses salariés comme ses clients internes. Et donc, c'est hyper intéressant de comprendre comment cette image est véhiculée. Elle passe par des actions de marketing, de communication et avec bien sûr toute la stratégie RH. S'interroger sur la marque employeur, c'est se demander quelle aventure est proposée aux collaborateurs et aux futurs collaborateurs et qu'est-ce qui fait la spécificité du travail accompli dans cette entreprise. En un tout petit peu plus de détails, elle repose sur 3 axes fondamentaux, on peut l'envisager comme ça, sur l'identité de l'entreprise, donc vraiment l'histoire, les éléments factuels, les métiers qui la composent, son histoire comme je disais, ses valeurs, sur l'image employeur, donc encore une fois, la manière dont elle est perçue par les acteurs extérieurs, que ce soit les candidats, les écoles, les médias, les clients, bien sûr, les fournisseurs, les partenaires, et les acteurs intérieurs, donc les collaborateurs principalement. Et il y a les pratiques employeurs, donc les pratiques RH, recrutement, intégration, formation, évaluation, rémunération, et les pratiques managériales. Et l'important, c'est que ces 3 piliers soient cohérents. Quel est l'intérêt pour un dirigeant de travailler sa marque employeur, justement ? Comme je le disais, la marque employeur, c'est le reflet de l'entreprise et de ce qui s'y passe. Donc, c'est important à la fois pour les collaborateurs en interne d'avoir une expérience collaborateur satisfaisante et pour des candidats de s'y projeter. Donc, les avantages sont multiples puisqu'il y a plusieurs niveaux. On a attiré les talents, vous le disiez aussi en introduction, c'est une des premières raisons d'être de la marque employeur. Mais il ne faut pas oublier les collaborateurs qui sont déjà là, les salariés, donc les fidéliser, renforcer la culture d'entreprise, renforcer l'engagement, et leur fierté aussi de travailler pour l'entreprise. Et pour le côté extérieur, augmenter la visibilité de l'entreprise, se différencier des concurrents, améliorer l'expérience candidat. Donc tout ça, c'est important pour l'image et pour tout ce qui va être en interne, forcément, le dirigeant, le DRH va travailler sur la marque employeur pour façonner la meilleure manière de créer cette expérience collaborateur qui démarre dès l'arrivée d'un salarié dans l'entreprise jusqu'à son départ. On utilise aussi aujourd'hui pas mal d'anglicismes dans le monde des RH, donc on peut dire que ça va de l'onboarding à l'offboarding. Alors c'est quoi exactement, Valentine, tous ces termes ? Alors l'onboarding, c'est comme, vous savez, quand on va dans un avion, on dit « welcome aboard », on arrive, on rentre dans l'équipage de l'entreprise. Donc c'est tout ce qui va être l'intégration, la manière dont on va accueillir la personne, dont on va s'intéresser aussi à elle. On pourra y revenir plus tard. Et l'offboarding, c'est quand on s'en va et
aujourd'hui, on se rend compte à quel point il est aussi important de soigner le départ des salariés. Et ça va être très important pour l'image de l'entreprise. Et donc, évidemment, tout ce qui va se passer à l'intérieur, la manière d'appréhender le travail, le management, tout ce qui va avoir attrait à tout ce que les salariés vont expérimenter dans l'entreprise au quotidien. Tout ça, c'est extrêmement important parce que ça va se refléter aussi de manière plus large et au quotidien et dans le souvenir après que les salariés auront de leur passage dans l'entreprise. Ouais, c'est hyper important ce sujet d'offboarding chez nous, notamment. C'est les salariés qui partent de notre écosystème des courses sont finalement les ambassadeurs et peuvent aussi donner envie aux autres de le rejoindre. S'ils partent aigris, c'est un peu différent. Absolument. Et on parle aussi, comme je vous disais, il y a des nouveaux termes. On parle beaucoup d'employés boomerang, donc les employés qui partent parce que parfois ils ont juste envie d'avoir une autre expérience, d'aller voir ailleurs. Et c'est pas qu'ils ont un problème avec l'entreprise, c'est juste qu'ils ont envie d'expérimenter autre chose. Et ils reviennent souvent. Et plus le départ va être soigné, plus la relation va être saine, va être intéressante pour les deux parties, plus on a de chances que cet employé, qui peut-être était un excellent élément pour l'entreprise, revienne. Némonie, vous avez grandi en Angleterre. Vous avez travaillé pour l'International Racing Bureau à Paris avant de rejoindre les Haggenstad en tant que Racing Office Manager. Est-ce que vous pensez possible qu'on puisse développer la marque employeur dans une écurie ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une expérience très intéressante et enrichissante pour une employeur de développer ça. Je rejoins un peu ce que Valentine vient de dire, qu'il y a une différence entre une image et une marque, qui est un peu tout ce qui est autour de marketing et image qu'on projette, et l'expérience réelle sur le terrain des salariés. Et il faut vraiment y travailler, que les deux sont cohérents. Si je pense aux Haggenstad, qui a une marque de qualité, de tradition, ça fait 100 ans qu'on est dans ce métier en Europe. Un valeur clé qu'on a dans notre société, c'est le respect. Et ça vient de là-haut. C'est le prince Aga Khan et la princesse qui ont énormément de respect pour les gens qui travaillent pour eux et aussi pour les chevaux. Et on essaye que cette valeur de respect est vraiment quelque chose que tout le monde sent quand il travaille pour les Haggenstad. Et comment on peut mettre ça en place chez les salariés? Je dirais qu'il faut vraiment être à l'écoute du personnel. Il faut les respecter, il faut être là quand ils ont des moments un peu difficiles. Il faut qu'ils sachent que la porte est ouverte et ils peuvent toujours venir et on a toujours le temps pour eux. Aussi, je trouve que cette crise de personnel qu'on a dans le métier en ce moment, c'est un moment que peut-être ça peut être bénéfique pour tout le monde, qu'ils ont une espèce de prise de conscience de qu'est-ce que c'est leur image, qu'est-ce que c'est les atouts que chaque entraîneur, chaque chef d'entreprise peut avoir pour un salarié potentiel ou pour même fidéliser les gens qui travaillent pour eux. Et je pense avant, on ne pensait pas vraiment à ça parce qu'on n'avait pas de problème de recruter. Et maintenant, il faut vraiment tout le monde, même nous, il faut penser qu'est-ce que nous, on peut donner pour quelqu'un qui va venir travailler pour moi. Qu'est-ce que c'est l'expérience qu'ils vont avoir? Qu'est-ce que c'est les atouts que nous, on peut donner pour cette personne, pour les garder, qu'ils ont une bonne image et ils ont une bonne expérience? Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter dans ce que vous venez de dire, Némonie, qui est hyper important, c'est la cohérence, vous l'avez mentionné, entre ce que l'entreprise propose et ce qui se passe réellement à l'intérieur, parce que c'est la dissonance cognitive que certains candidats expérimentent en rejoignant une entreprise et en fait de constater que ce qu'ils attendaient est contraire à ce qui se passe. C'est une cause de départ très fréquente. Ah oui, à l'inverse, on peut avoir de la déception parce que l'affiche est belle et le film n'est pas bon. Absolument. Et en fait, ça, c'est quelque chose de très important. Il vaut mieux avoir une marque employeur simple, mais cohérente avec la réalité. Quelque chose qui est vraiment tient la route. Il suffit de choses parfois assez simples, mais qui au moins, en tout cas, quand un candidat arrive et qui s'épanouit après dans l'entreprise, c'est fidèle à ce qui a été promis. C'est très important de garder ça en tête. Oui. Némonie,
Bon, de l'extérieur, on a quand même le sentiment que tout va bien dans les écuries de la Gakenstead. Est-ce que vous aussi, vous êtes confrontés à des problématiques en matière de gestion de personnel ? Oui, je pense que tout le monde a des problématiques de gérer le personnel. Il faut pas mentir et dire que oui, tout va bien tout le temps. Je pense que c'est assez normal qu'il y a des périodes un peu difficiles. Ce que je trouve, c'est qu'il faut vraiment faire face à ces problèmes. Il faut être à l'écoute, il faut les déceler, il faut savoir qu'est-ce que c'est le problème. Est-ce que c'est un problème de culture? Est-ce que c'est un problème entre deux salariés ou est-ce que c'est un problème général? Et il faut vraiment essayer de mettre en place des initiatives pour que l'entreprise fonctionne mieux après. Ça veut dire que souvent, je trouve, quand on a des passages difficiles, on trouve qu'après, quand on a géré le problème, que ça va mieux parce qu'on n'a pas laissé tomber quelque chose. On a vraiment essayé d'étudier qu'est-ce que c'était le problème et on a essayé de rectifier. Ça veut dire que j'essaie d'être positive parce que c'est vrai que c'est difficile pendant ces périodes, mais souvent après, on a une meilleure ambiance. Ça veut dire que ça vaut la peine de vraiment trouver qu'est-ce que c'est le problème. Vous auriez des exemples, Némonie, d'initiatives que vous avez mis en place ? Oui, on a pas mal d'initiatives chez les Gakenstead pour comment on dit, pour fidéliser le personnel. On fait une fête à la fin de l'année. Ça, c'était quelque chose que la princesse Zara a voulu mettre en place pour son entraînement à Aiglemont. C'est elle qui a mis en place il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant. Elle y assiste tous les jours. Et l'idée, c'est que le salarié peut venir avec son conjoint, on fête un peu tout ce qui a se passé pendant l'année et c'est une récompense pour du travail bien fait pendant toute l'année. Il y a 2 ans, en 2022, on avait fêté 100 ans de l'Agacan en Europe et la famille Agacan. Et on a donné un cadeau symbolique à tous les salariés parce que le prince a vraiment voulu que tout le monde se sentait inclus dans cette fête, que c'est grâce à eux qu'il est arrivé à ce point-là pour sa famille. En arrivant, je joins un peu à ce que Valentine a dit. Quand on a quelqu'un qui est confirmé en CDI, on donne une jolie livre qui raconte un peu l'historique de toutes les Gakenstead, un peu pour que, encore une fois, ils se sentent inclus dans la famille, que c'est une marque qui prestigieuse et on veut qu'il comprenne un peu l'historique de la Kazakh. On fait chaque année un concours de l'écurie où on demande les salariés de choisir une dizaine de chevaux. Et l'idée là-dessus, c'est qu'ils suivent ces chevaux et en fait, ils accumulent des points pour les victoires. Et à la fin, on donne un prix pour les 3 premiers dans chaque concours. Encore une fois, on veut qu'ils s'intéressent dans la Kazakh, dans les chevaux. Et on trouve que c'est un bon moyen via un jeu qu'ils participent un peu dans les victoires avec nous. L'année dernière, on a donné des vestes dans les couleurs de l'écurie. C'est un peu parce que de temps en temps, on a des visites importantes le matin et on a voulu que tous les salariés, ils étaient dans nos couleurs et ils étaient un peu outstanding, prestigieux devant tout le monde. Mais aussi, on les demande de les mettre quand ils viennent aux courses avec leur cheval, un peu qu'ils se sentent partie de la maison, de la tradition, de la Kazakh encore. Et puis finalement, on a eu une chef d'équipe l'année dernière qui était dans un entretien personnel à demander une formation et on a trouvé que c'était une très bonne idée et on a demandé à tous nos chefs d'équipe, on a 4 chefs d'équipe et 2 cadres de participer à une formation qui était faite par la FASEC. C'était 4 après-midi et ils ont trouvé ça très bénéfique et ça les aide dans le journalier de leur travail de gérer le personnel avec du respect et dans une bonne entente. Voilà, ça veut dire que ça, c'est tout un peu les initiatives qu'on a mis en place. Mais je trouve que c'est une ambiance, c'est pas une initiative qui a plus d'effet que l'autre.
c'est une ambiance qui compte pour le plus de choses et c'est l'expérience entre les personnes qui compte et je pense que c'est un ensemble qui est le plus important. C'est vrai, là vous le disiez, Némonie, mais l'ambiance ne s'achète pas. Non. Et c'est pour ça que, voilà, Valentine, vous pouvez peut-être pouvoir nous dire, mais est-ce que travailler sa marque employeur, c'est forcément un gros investissement, ça nécessite beaucoup de moyens, ou est-ce que on peut se lancer aussi à moindre coût ? On peut absolument se lancer à moindre coût. Ça peut commencer par des choses très simples. Némonie parlait par exemple du pouvoir de l'écoute. Le fait d'être connecté à ses salariés, de leur ouvrir la porte, d'être disponible. Donc ça, ce sont des choses absolument gratuites et fondamentales. D'ailleurs, une bonne marque employeur, et même si vous mettez de gros moyens sur un énorme, par exemple, accompagnement avec quelqu'un qui va vous aider à tout refondre, à faire une plateforme de marque employeur, par exemple, ça ne sert à rien si vous n'avez pas ces bases-là fondamentales. Donc, effectivement, encore une fois, on peut commencer par des choses très importante. On parlait de l'arrivée tout à l'heure de l'onboarding. Déjà, prendre le temps d'accueillir les collaborateurs et d'être conscient que le rapport au travail, de manière assez large, est en train d'évoluer, est en train de changer. Donc, il faut avoir un état d'esprit. Vous parliez de prise de conscience aussi tout à l'heure, qu'il y a une ouverture d'esprit à avoir en accueillant les nouvelles personnes, en se demandant, en s'intéressant aussi peut-être davantage à elles et bien sûr aux salariés qui sont déjà présents, qui sont les personnes qui vont contribuer à l'histoire de l'entreprise à partir de maintenant, comment leur donner envie de s'impliquer, comment être ouvert au changement. Vraiment avoir un dialogue, une discussion, des conversations avec les collaborateurs, comprendre leurs besoins en fait au quotidien, échanger, c'est vraiment le nerf de la guerre, l'écoute, de comprendre qu'aujourd'hui on est dans un fonctionnement à double sens. Il y a beaucoup moins l'ascendance de l'entreprise sur les salariés, mais c'est une co-construction qui se fait aujourd'hui au quotidien. Donc déjà, de mettre ces premières choses-là, c'est important. On peut avoir, vous parliez aussi de reconnaissance, de témoigner de la reconnaissance, de la gratitude pour les collaborateurs qui sont là. Alors Valentine, ça n'empêche pas d'être exigeant. Absolument. Et on a plus de légitimité à l'être. Absolument. Quand on opère. C'est hyper important, c'est hyper intéressant votre remarque, parce que on pense, et beaucoup de gens dans le monde du travail ont pensé pendant longtemps, qu'avoir cette posture d'écoute, d'être ouvert, de dialoguer, pouvait enlever cette notion d'exigence. Alors qu'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais on parle aujourd'hui beaucoup de la société du care, le fait de prendre soin de nous, des autres, de la planète. Et c'est un paradigme qu'on ne peut pas éviter. Et aujourd'hui, tout ça est non seulement indispensable, nécessaire et évidemment, ne se départ pas d'une notion d'exigence. Il va falloir de toute façon continuer à être exigeant pour exercer nos métiers et pour prendre soin, encore une fois, des uns des autres et de la planète. Donc, c'est très intéressant de se dire ça, de garder ça en tête, que c'est pas parce qu'on remet un peu plus d'humanité dans le travail que ça va être moins exigeant et moins efficace. Et au contraire, moi, c'est vraiment ma conviction la plus profonde, c'est que ça ne peut que être vertueux, avec beaucoup moins de souffrance à la clé, en plus au travail. C'est la clé de plus d'engagement de ces salariés aussi, absolument. La confiance. Donc, Némonie, c'est un vrai levier, on l'a dit, pour attirer des talents. Quelles seraient les initiatives d'amélioration qu'on pourrait mettre en place à notre échelle de l'industrie des courses ? Une chose qui m'a vraiment frappée depuis quelques années, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens, d'entraîneurs, chefs d'entreprise et salariés qui nominent leurs salariés pour les trophées de personnel. Nous, on le fait chaque année à Aiglemont chez les Agacan Studs, mais aussi je sais que notre entraîneur Francis-Henri Graffard, il nomine beaucoup. Mais souvent, on est assez déçus qu'il n'y a pas plus de candidats dans chaque catégorie, parce que moi qui avais eu la chance d'assister à la soirée des finalistes, même si vous êtes là avec quelqu'un qui ne gagne pas son catégorie, c'est vraiment une expérience inoubliable pour le salarié. C'est un vrai aboutissement de leur carrière et c'est enrichissant pour tout le monde qui est là. Et je trouve ça vraiment dommage. C'est gratuit pour nominer quelqu'un, mais ça prend du temps.
Et souvent, je trouve que les gens, ils n'ont pas pris le temps pour nominer des gens, même s'ils les aiment beaucoup dans leur équipe. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment faire une différence pour le salarié qui réussit dans ces trophées. Eh bien oui, Némonie, nominons. Oui. Allons-y. Sachez quand même que la FASEC accompagne les équipes de France Gallo à l'organisation des trophées du personnel et des courses et de l'élevage. Oui. C'est un outil fantastique à disposition. Peu de secteurs y ont accès. C'est vraiment un caractère unique. Chacun peut nominer, c'est-à-dire qu'un collègue peut nominer un autre, ça peut être un ami, un parent, voilà. Il n'y a pas de lien de subordination, hein. C'est pas forcément l'employeur qui nomine son salarié. Oui. N'hésitez pas, lancez-vous, effectivement, ça contribue à travailler votre marque employeur. Absolument, et je pense que franchement, je pense que c'est la meilleure soirée de l'année dans le secteur hippique. Et Dieu sait qu'il y en a. Oui, on en a beaucoup. Valentine, concrètement, comment on développe sa marque employeur ? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça ne nécessite pas forcément des gros moyens pour démarrer. Vous pouvez vous faire accompagner si vous voulez pour pousser le curseur, mais en tout cas, vous pouvez démarrer déjà par un peu de temps, comme aussi le mentionnait Némonie. Donc, déjà commencer, comme je l'évoquais, par un diagnostic interne, faire le tour de vos collaborateurs pour leur demander aujourd'hui, qu'est-ce que l'entreprise représente pour vous, quelles sont ses valeurs, si ce n'est pas déjà très, très défini ou très clair. Donc, de commencer par ça. On fait un diagnostic ensemble pour, comme on en parlait tout à l'heure, avoir une vraie cohérence entre la réalité et ce qui va être communiqué. On a la possibilité d'impliquer ses collaborateurs, par exemple, de proposer à quelqu'un de prendre en charge ce dossier-là pour commencer à mener une investigation, quelques premières actions. Le déléguer à un prestataire ? Alors, en l'occurrence, par exemple, non. Enfin, oui, on peut le faire. Là, l'exemple que je donnais, c'était pour le faire en interne. Après, évidemment, vous avez de nombreux prestataires pour vous accompagner sur ce genre de sujet. C'est parfois très intéressant d'avoir un regard extérieur. Moi, c'est... Dans mes activités de conférences, de coaching, d'accompagnement, c'est la valeur ajoutée la plus forte, c'est d'avoir un regard externe. Donc parfois, c'est bien de le faire de cette manière-là, mais pour démarrer déjà, d'avoir un peu de matériel, ça marche aussi de le faire en interne. Vous pouvez commencer à élaborer une stratégie de contenu assez simple pour diffuser sur votre site, sur les réseaux sociaux, pour faire parler de l'entreprise. Réfléchir aux offres d'emploi, comment maximiser leur impact, s'inspirer. Et vous avez beaucoup de ressources aussi accessibles gratuitement en ligne pour commencer à faire quelques actions. Et aussi prendre les employés comme des ambassadeurs, voir avec eux comment ils peuvent parler de votre entreprise, de ce qui s'y passe. Et après, il y a encore plein de façons de faire. Vous pouvez, dans votre stratégie de contenu, par exemple, partager les coulisses de la vie de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Vous pouvez apporter beaucoup d'informations sur les processus de recrutement, donner des conseils pour comment réussir une candidature, créer des podcasts internes aussi, par exemple, avec les employés, pour raconter les histoires, pour mettre en lumière tout ce qui s'y passe. Bon, je pourrais vous donner pas mal d'infos comme ça. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il faut rester cohérent. Les mots-clés, c'est d'avoir une stratégie, de la cohérence et surtout authentique, en cohérence avec la réalité. Ça demande de se pencher un peu sur le sujet quand même. Ça demande de se pencher sur le sujet, clairement. Oui. Effectivement. Valentine, c'est aussi une transformation forte pour les courses qui dépendent du milieu agricole, qui sont plutôt des TPE, des PME. Est-ce que ça peut s'appliquer dans toutes les entreprises ? Oui, absolument. Les exemples que je vous donnais sont des exemples assez simples à mettre en place. Après, ça va dépendre de l'échelle. Forcément, une TPE, une PME va faire ce qui est à sa mesure, à son échelle, à sa hauteur, à la hauteur de ses moyens. Et évidemment, après, des très grandes entreprises là, vont déléguer, vont engager des gens spécialisés là-dessus, mettre énormément de moyens en place. Mais c'est comme pour tout, en fait. Vous avez de l'échelle de 0 à 1 million pour mettre en place des actions. Mais c'est absolument applicable à tous les secteurs et à toutes les entreprises. Némonie, est-ce qu'il y a des actions que vous avez mises en place qui ont eu pas mal d'impact chez vous ? C'est difficile à dire. J'ai déjà cité pas mal d'initiatives qu'on avait mis en place au centre d'entraînement à Aiglemont.
Moi, je ne peux pas vraiment citer qu'il y a un qui a plus d'impact qu'un autre parce que je pense que ça dépend de la personne qui est en face de vous. Ils n'ont pas tous les mêmes goûts. On a un salarié, par exemple, qui vient jamais à notre fête fin de l'année. Je sais que c'est pas ça qui lui plaît le plus. On a la reste de l'équipe qui viennent, mais pas lui. Ça veut dire que je pense qu'il faut faire pas mal d'actions globales pour se plaire à tout le monde. Il y a une chose qui compte aussi beaucoup dans notre écurie, c'est quand on a des bons chevaux et on fait pas mal de gagnants. Ça améliore l'ambiance, tout le monde est souriant la veille d'une belle victoire. Et ça, je trouve qu'une bonne ambiance, ça veut dire que ça incite les gens à travailler mieux, de prendre plus de respect pour leurs chevaux. Ça veut dire que on peut dire que ça améliore les résultats. On ne va pas transformer un cheval qui est un cheval de petit niveau à un cheval de grand niveau, mais je trouve que l'ambiance quand même paye sur les résultats aussi. Qu'est-ce que c'est la chose qui compte le plus pour nous? Je pense que je rejoins encore une fois ce que Valentine a dit. Je pense que c'est probablement les entretiens personnels qu'on fait régulièrement. On a commencé ça il y a 4 ans. Ça nous a fait beaucoup de temps la première fois parce que les gens, ils avaient beaucoup de choses à dire parce qu'ils n'avaient pas eu une plateforme pour parler avec nous avant. Et là, on essaie de les faire tous les ans. Et ils savent qu'on est toujours là, on est toujours à l'écoute et on essaie de vraiment mettre en place un meilleur fonctionnement suite à leur feedback. Voilà, pour moi, c'est une action globale de plein de petites choses qui comptent le plus. Important, oui, de connaître les motivations de ses collaborateurs. Mais oui. Pas d'autre moyen que d'être à l'écoute, justement, pour les connaître. Valentine, en effet, c'est aussi tout ça, c'est un peu difficile de le rendre tangible, de mesurer, en fait, les effets. Quel marqueur nous permet quand même d'avoir un peu de tendance là-dessus ? Alors, on a par exemple, il y a ce côté qualitatif déjà, de voir comment les collaborateurs réagissent aux transformations de l'entreprise. On peut faire des enquêtes de satisfaction en interne. Donc pareil, ça vous pouvez soit faire quelque chose à la main en interne. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui disponibles gratuitement. Vous faites des sondages et vous mesurez sur certains items en particulier d'une année sur l'autre ou d'un trimestre sur l'autre l'expérience collaborateur, la satisfaction des collaborateurs. Et évidemment, à plus grande échelle, vous pouvez sous-traiter ça à quelqu'un. Après, sinon, il y a pas mal d'indicateurs de performance pour voir si la marque employeur, si les actions concernant la marque employeur fonctionnent. Il y avait une étude, par exemple, qui disait quand la marque employeur est présumée bonne, donc quand on a fait les bonnes actions, les personnes qui se portent candidates sont 50% plus qualifiées. Donc ça, par exemple, c'est une première chose qu'on peut voir. Est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que les candidatures qu'on reçoit sont plus qualifiées ? Vous avez donc le pourcentage de pertinence des candidatures, le nombre de candidatures reçues, par exemple, quand vous êtes dans une démarche de recrutement, le temps que vous prend l'embauche, le coût de l'embauche, et lié à ça, le taux de rétention. En fait, le turnover, parce que le turnover, c'est ce qui a un très grand coût aussi et qui est un des résultats principaux des actions de marque employeur. Pour info, Valentine, il est de 26% chez nous dans les courses. Oui, ce qui est assez élevé. Tout à fait. Donc, vous pourrez voir, par exemple, si ça a baissé à partir des actions que vous avez mises en place. Même si j'entends que c'est dans le domaine et dans le secteur et pas d'une entreprise en particulier, mais chaque entreprise a les données la concernant. Vous avez, si vous créez du contenu, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous avez le taux d'engagement, les interactions, ce qui va se passer. Quand vous avez une page carrière dédiée sur votre site internet, vous allez voir le nombre de clics, si ça augmente, le temps que les gens passent sur votre site, sur les pages carrière, est-ce qu'ils cliquent sur les vidéos, par exemple, que vous avez tournées. Ça aussi, c'est pas mal d'exemples de choses qu'on peut mettre en place, d'interroger les collaborateurs. Je parlais des coulisses aussi tout à l'heure. Vous avez ça. Et puis après, à plus grande échelle, il y a des avis sur des sites, par exemple, comme Glassdoor ou des choses comme ça. Et là, vous pouvez voir. Donc, en fait, il y a pas mal de marqueurs et pas mal de choses qu'on peut mesurer à partir du moment où on commence à mettre des actions en place.
Alors moi, j'ai l'expérience assez récente d'un entraîneur au trot qui a développé une page Facebook, pour pas le citer, sur lequel il fait pas mal de petits focus sur ses salariés, sur l'intérieur de ses écuries, sur les coulisses. Il félicite les moments de victoire, mais aussi les petits coups durs dans l'écurie. Donc on rentre vraiment au cœur de son entreprise, et son retour, c'est qu'il reçoit aujourd'hui des candidatures par l'intermédiaire de Facebook qui vraiment veulent en savoir plus sur ce qu'il fait et qui veulent intégrer. Donc voilà, juste un petit partage d'expérience comme quoi ça marche. Il y a aussi un petit point sur lequel on n'est pas suffisamment rigoureux dans les courses hippiques, et ça, Valentine, je ne crois pas que vous l'ayez cité, mais c'est travailler son offre d'emploi. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'offres d'emploi, recherche, cavalier, d'entraînement, secteur, Chantilly. Il y a potentiellement beaucoup d'offres. Il faut savoir se différencier. Absolument. Il y a des petits outils. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, maximiser l'impact des offres d'emploi, ça passe exactement par ça. Expliquer un petit peu plus, raconter encore une fois le contexte, qu'est-ce qui va se passer, mettre une vidéo ou un témoignage d'un collaborateur qui raconte. Après, vous mentionniez Welcome to the Jungle tout à l'heure. Ils se sont vraiment créés, par exemple, ce site pour mettre en lumière les tribus qu'on avait envie de rejoindre en tant qu'entreprise, enfin en tant que candidat, mais donc la tribu étant l'entreprise qu'on allait rejoindre. Et c'est un très bon exemple. Par exemple, sans payer forcément un abonnement à Welcome to the Jungle et d'avoir un photographe qui vient chez vous, d'avoir une page, tout simplement une page carrière en fait sur votre site, c'est une page en plus, quelques photos, quelques explications et une offre d'emploi un peu plus détaillée. Enfin, on parle beaucoup de storytelling de nos jours et de plus en plus d'histoires, raconter des histoires. On en a plein, nous, dans les courses hippiques, des belles histoires. J'en doute pas, en plus. Donc, je suis sûre que vous êtes aussi dans un secteur qui peut jouer énormément sur le côté émotionnel. Aujourd'hui, il y a une phrase célèbre que je cite souvent d'un consultant américain qui s'appelle Dov Seidman, qui dit « On est passé d'une économie où on engageait des bras à une économie où on engageait des têtes, et on est aujourd'hui dans une économie où on embauche des cœurs. » Donc ça peut paraître un peu naïf parfois, mais en même temps, moi qui suis vraiment très immergée dans l'écosystème des transformations du monde du travail, on utilise beaucoup le mot de réhumanisation, parfois à tort et à travers, mais c'est vraiment le moment dans lequel on est. Et ne pas hésiter aussi, encore une fois, à raconter l'histoire, tabler sur les émotions. Qu'est-ce qu'un candidat va vivre dans votre écurie, dans votre entreprise, dans votre secteur? C'est ça qui va faire la différence aussi, en étant hyper au carré, sans oublier l'exigence dont on parlait tout à l'heure. C'est pas facile, c'est un équilibre à trouver entre toutes ces dimensions-là, mais quand on a trouvé le bon combo, la bonne alchimie, ça peut faire des étincelles. Némonie, vous connaissez évidemment bien les courses en Angleterre. Vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent nous inspirer là-bas ? Oui, pour être honnête, j'ai jamais travaillé dans le monde hippique en Angleterre, mais j'ai parlé avec des collègues qui ont beaucoup plus d'expérience que moi dans les écuries, et ils ont cité 3 initiatives qui font là-bas en Angleterre qui peuvent être intéressantes d'intégrer en France. Le premier, c'est que l'équivalent de Equidia qui s'appelle ITV, quand il y a une belle victoire d'un bon cheval, ils essaient maintenant d'interviewer la personne qui a accompagné le cheval aux courses, pas que l'entraîneur et le jockey et même le propriétaire, mais la personne qui a amené le cheval, parce que souvent, c'est cette personne qui connaît le mieux ce cheval et ils sont capables, et souvent ils montrent le plus d'émotions, et je trouve que c'est une bonne façon de valoriser leur travail, de les donner une plateforme sur le télé, de parler de leur cheval. Une deuxième chose qu'ils font systématiquement maintenant dans le Racing Post, qui est un peu l'équivalent de jour de galop, c'est que quand il y a une photo, encore une fois, d'une victoire, avant, ils citaient souvent l'entraîneur, le jockey, le cheval, le propriétaire, et ils ne citaient pas le cavalier qui était dans la photo. Ça veut dire que c'était un peu comme si cette personne était invisible. Et maintenant, systématiquement, ils essaient de mettre le nom et le prénom de cette personne aussi. Et je trouve que c'est très important parce que c'est valorisant. C'est leur moment aussi où ils ont vraiment... C'est eux qui connaissent le plus ce cheval. C'est eux qui
qui les monte tous les matins, qui les a amenés aux courses. Et je trouve ça des bonnes initiatives. C'est tout simple, mais ça montre une valeur aux personnes qui sont avec ce cheval. C'est un aboutissement de leur travail aussi. Et puis finalement, ils ont cité que dans certains écuries, ils essayent de nominer une meilleure salariée de la semaine ou du mois. Vraiment, ils essayent de mettre en lumière quelqu'un qui a vraiment travaillé très dur pendant la dernière semaine ou le mois, et ils essayent de les récompenser. Et je trouve que c'est quelque chose que moi je vais réfléchir. Est-ce qu'on peut pas essayer de mettre ça en place en France? Je trouve que c'est le moment de reconnaître un peu plus les gens qui travaillent avec les chevaux pour que eux ils sont dans la lumière, un peu comme l'entourage de cheval habituel, comme le propriétaire et l'entraîneur et le jockey. C'est un peu compète ça, Valentine, le meilleur employé de l'année. De la semaine. Waouh. En fait, l'essentiel, c'est que ça tourne. Oui, que c'est pas toujours le même. soit pas toujours le même et toujours les mêmes laissés de côté. Ou alors celui qui est laissé de côté, souvent, allez le voir et lui demander s'il y a quelque chose. Enfin, ça peut être aussi finalement une opportunité de voir ce qui se passe bien, de voir ce qui se passe moins bien. À être, juste rester vigilant sur le côté compétition. Mais si c'est quelque chose qui tourne et que régulièrement, on peut mettre en lumière les capacités, les points forts de plusieurs, voire idéalement tous les membres d'une entreprise, ça peut avoir ses avantages. Il faut être vigilant. C'est quelque chose à mettre en place en trouvant encore une fois le bon dosage et le bon équilibre. Oui. J'imagine c'est un peu, vous avez ce concept dans les écoles en Angleterre aussi, et souvent la personne qui est citée n'est pas vraiment le tête de classe, parce que souvent le tête de classe est souvent celui qui a toujours les compliments du prof. C'est vraiment la personne qui essaye le plus et qui eux-mêmes ils ont 10 de moyens et ils ont 11 cette semaine-là. Et je trouve que c'est pas forcément celui qu'on pense qui va le récompenser le plus, c'est celui qui donne le plus d'efforts. Et je pense que c'est dans cette concept-là, c'est très anglophone en fait de faire comme ça. Là, c'est culturel. Et c'est assez culturel. Et c'est pas la même chose d'encourager que de féliciter celui qui a le mieux réussi. C'est pas du tout la même approche, donc la nuance est intéressante. Merci pour toutes ces inspirations et ce partage, ce chouette moment. Merci Némonie, merci Valentine. Merci Elise. Si vous souhaitez évidemment plus d'informations sur la marque employeur ou écouter les riches podcasts de Valentine Work Narrative, vous trouverez toutes les informations dans les notes du podcast. Merci de nous avoir écoutés. C'était Bord de Piste, le premier podcast RH des courses hippiques de la FASEC. À très bientôt pour un nouvel épisode.